C'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question de cette fameuse notation de profil de risque que chaque CGP doit réaliser lors de l'entretien avec son client. Une démarche qui vise à s'assurer que le professionnel conseille des produits financiers en phase avec le risque que le client est prêt à prendre. Un sujet qui revient régulièrement sur ce plateau. On parle, vous le savez très souvent, de couple rendement-risque. Nous avons donc décidé d'en faire un sujet à part entière et nous allons en parler avec Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni, et Cédric Jeunet, associé fondateur chez Cara Capital. Bonjour à tous les deux, Bonjour bienvenue Nicolas. sur ce plateau. On va commencer avec vous, Cédric Jeunet, donc associé fondateur chez Cara Capital. Vous êtes CGP, vous conseillez les personnes qui sont dans votre bureau dans la gestion de leur patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est cette démarche de notation du profil de risque ? Quelqu'un vient chez vous, c'est la première fois que vous le rencontrez, il veut investir une somme, quelle qu'elle soit, et là, il y a un procédé par lequel vous êtes obligé de passer pour quantifier le risque que l'épargnant est prêt à prendre. Oui, effectivement. Alors, il y a tout un ensemble de choses à suivre dans le cadre du process réglementaire qui s'impose à notre métier. Et effectivement, il faut qu'on aboutisse à une notation du profil de risque du client d'une échelle de 1 à 7, selon les profils de risque. Et en fait, il y a 3 éléments clés. Le premier, c'est la connaissance du client, qui il est, quels sont ses revenus, son patrimoine, etc. Ensuite, son expérience d'investisseur, est-ce qu'il a déjà fait des investissements, lesquels, quel type de classe d'actifs, et puis surtout sa réaction face à l'évolution potentielle des investissements. Donc il faut le mettre en situation de risque. Comment réagissez-vous si vous avez perdu de l'argent ? Comment réagissez-vous si vous avez une information que les marchés financiers ont perdu 10% ou autre ? Donc on a ces 3 éléments clés qui ensuite nous permettent de déterminer quel est son niveau de risque. Évidemment, tout cela étant plutôt automatisé. D'accord, donc ça veut dire que, parce que là vous nous avez parlé de connaissance du client ou de niveau de patrimoine, entre guillemets, ça rentre également en compte dans la notation du profil de risque. Il ne suffit pas de se demander si telle ou telle personne est plutôt averse au risque ou au contraire aime prendre du risque. Là, il va y avoir un sujet de si vous voulez investir 100 000 euros, mais qu'en fait la totalité de votre patrimoine c'est 110 000 euros, on ne va pas vous mettre une note de 7 quant à votre profil de risque. Non, ça ne se fait pas juste comme ça, effectivement. Le procédé est un petit peu plus précis, un petit peu plus complexe. Évidemment, avant de rentrer dans tout le process, on lui pose un peu la question et on échange avec lui pour comprendre quand même qui il est et quelle est sa position et ce qu'il veut faire du risque. Ouais. Mais il n'empêche qu'on le rende quand même à un moment donné dans un procédé très précis avec un certain nombre de questions pour atteindre un résultat. Ce résultat est dérogeable. Et donc après, effectivement, en fonction de son appétit sur certaines classes d'actifs, on va voir si on déroge ou pas le profil, sachant qu'à chaque fois, cette dérogation devant être justifiée, eh bien, on va la construire avec lui. Parce qu'ensuite, donc en fait, ça aboutit à une note entre 1 et 7. Oui. 1, c'est... Prudent, très prudent même. Très prudent. 7, c'est beaucoup moins prudent. En fait, grosso modo, c'est la volatilité attendue du portefeuille qui est un petit peu le juge de paix sur cette échelle de 1 à 7. Il y a d'autres éléments, mais c'est quand même la volatilité qui est le composant principal. 1, c'est je ne tolère aucune fluctuation négative de mon patrimoine, en résumé. Et 7, ce sont ce qu'on appelle des profils agressifs où on attend des volatilités supérieures à 25%. D'accord. Oui, donc effectivement, il faut aller les chercher. Pour rappel, le marché action est largement inférieur à 25% de volatilité, donc il faut aller chercher des actifs vraiment risqués pour atteindre un profil de 7, ce qui honnêtement est assez rare. Est-ce que vous constatez que pour aller de 1 à 7, il y a un niveau de connaissance financière des gens avec qui vous échangez qui lui aussi monte de la même manière ou pas forcément ? Non, malheureusement. Malheureusement. Bon, c'est pour le coup, dans une émission qui s'appelle Enjeu patrimoine, je crois qu'on peut parler de l'enjeu principal de notre métier, c'est l'éducation financière de nos clients. Même si on a la chance d'accompagner, nous, dans notre métier, plutôt des chefs d'entreprise, donc des gens qui ont une vraie connaissance de l'environnement économique. Bien sûr. Pour autant, l'éducation financière en tant que telle ne permet pas de faire une corrélation entre le profil de risque et le niveau de connaissance des marchés financiers. Alors, on va parler du même sujet, mais d'un point de vue plus digital. Juste avant, est-ce que vous pouvez, là, à la volée, nous dire, par exemple, un produit qui correspondrait, je sais pas, à un niveau de risque 3, mais qui ne correspondrait pas à un niveau de risque 6, et inversement, un produit à un niveau de risque 7, mais qui ne correspondrait pas à un niveau de risque 1, ou c'est plus complexe
qu'un simple type de produit, mais après, ça va être l'allocation sur l'assurance vie, par exemple, ou sur le PER. Chaque produit a une classification, donc je peux vous citer des produits dans chacune des catégories, ce qui, en revanche, ne présente aucun intérêt en soi. D'accord. Puisque, par définition, un client ne va jamais investir sur un produit. Bien sûr. Oui. Un épargnant diversifie son épargne, et donc c'est la construction de son allocation d'actifs. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre travail. Et une fois qu'on a défini son profil de risque, on va construire une allocation d'actifs avec une multitude de solutions d'investissement et d'épargne qui vont lui permettre de respecter son profil de risque. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on peut avoir une notation de 3 ou 4 et pour autant investir dans quelque chose de très risqué, mais une partie infime de son capital qui va être diversifiée par une allocation d'actifs plus générale. Exactement. Et notre rôle, c'est, si le client veut trop investir sur des actifs qui ont tendance à aller vers le numéro 7, c'est de dire non. En revanche, il faut qu'on redescende un petit peu. Charlotte Tamer, donc vous êtes directrice conseil chez Yomoney. Yomoney, c'est une solution qui est 100% en ligne, qui propose d'investir via les ETF. On pourra en dire un petit mot. Ce sujet de la notation, de la compréhension du profil de risque de l'épargnant, elle est abordée de manière similaire ou différente quand on est 100% en ligne et pas forcément dans le même bureau en train de discuter sur le profil, le patrimoine ou la réaction aux différentes réactions des marchés? Alors, juste peut-être pour petite précision, nous sommes une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, donc vérifier l'adéquation du profil du client avec le profil qu'il choisit, avec le choix de l'allocation, c'est quand même une obligation assez forte, bien sûr, sur laquelle on est aussi extrêmement contrôlé. Donc, c'est pas quelque chose avec lequel on rigole. Sur la partie digitale, au final, c'est assez similaire. On vérifie la même chose que les CGP. C'est-à-dire qu'on va faire... quand vous démarrez, en fait, chez Yomoney, vous avez le choix d'être totalement indépendant, soit d'être accompagné. On a aussi développé une solution un peu plus humaine, peut-être pas au niveau d'un CGP, bien évidemment, mais on apporte un échange téléphonique global avec notre client. Donc ça, c'est aussi possible. On essaie de mettre l'humain là où il est encore nécessaire. Et ensuite, quand vous démarrez un projet de souscription, que vous soyez seul ou que vous soyez passé par votre conseiller, vous souscrivez via une plateforme en ligne. Et cette plateforme commence par un questionnaire d'adéquation. Donc on va rentrer ces informations. On va rentrer ces informations, on va tester le patrimoine global du client, on va tester son expérience des marchés, son aversion au risque, mais aussi, et je pense que c'était induit dans ce que vous avez démontré juste avant, on va démontrer aussi sa durée d'investissement. Parce que bien évidemment, le projet du client, alors tout dépend si on travaille sur un projet ou sur l'ensemble du patrimoine, mais bien évidemment, la durée d'investissement, c'est-à-dire que si vous avez 2 ans devant vous avant d'acheter votre résidence principale, ou si vous avez 15 ans devant vous avant votre projet retraite, on ne va pas du tout aller sur le même horizon de risque. Donc bien évidemment, je pense qu'on est tous soumis à la même réglementation qui est issue de MiFID II. On est tous issus de la même réglementation avec la même sévérité, mais ce qui est assez logique par rapport aux enjeux que sont ceux de l'investisseur. Et alors pour le coup, vous n'aboutissez pas à une note entre 1 et 7 pour le coup, mais vous aboutissez à est-ce que le choix que vous faites chez Yomoney correspond globalement à au risque que vous pourriez prendre selon notre vision des marchés financiers? Alors nous, on a cette évaluation entre 1 et 7. Customisé pour qu'elle soit encore plus pédagogique. Après, ça va dépendre des enveloppes. Je vais vous donner 2 exemples, celui de l'assurance vie et l'exemple du PER. Sur l'assurance vie, vous finissez sur une notation entre 1 et 10. Et retraduit en notation, on va dire, officielle. Les profils allant de 1 jusqu'à 3 sont une classification plutôt prudente. De 4 jusqu'à 6, vous êtes sur des profils plutôt dits équilibrés, qui vont revenir à une notation 3-4 sur l'échelle que vous avez indiquée juste avant. Et à partir du profil 7, on est sur des investissements de type 5. Voilà. Et donc là, on va chercher effectivement plus de risques et normalement plus de rendement. On va aller chercher plus de rendement. Donc après, nous, on a une manière d'onboarder qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que soit en fait, la personne va venir avec un projet précis, une somme précise à investir. Et donc là, au final, on va vraiment tester l'ensemble de son patrimoine, etc. Mais surtout, et aussi, la durée de son investissement. Mais là, par exemple, l'ensemble de son patrimoine, quand je viens, mettons, j'ai 10 000 € à investir chez Yomoney parce que j'ai défini en amont que ça faisait partie de ma stratégie patrimoniale, puisque du coup, je viens investir sur faire un investissement précis.
Vous arrivez à récupérer les informations sur l'ensemble du patrimoine de la personne? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le KYC, c'est la connaissance client. Et le KYC doit en plus être obligatoirement mis à jour à chaque année. En fait, le client est questionné et doit mettre à jour tout événement important qui est possible de faire modifier cette structuration patrimoniale globale. Donc s'il n'a pas acheté d'appartement ou de maison quand il a investi chez vous, mais que 2 ans après il l'a fait, là pour le coup, il doit préciser qu'il a changé son... Normalement. Alors, ce qui est compliqué avec cette réglementation, c'est que tout dépend comment elle est amenée. Donc, je pense que tout le monde essaye de faire un énorme travail de pédagogie et faire comprendre à l'investisseur, et c'est ce que dit la loi, que cette réglementation, elle est là pour le protéger. De qualifier l'investisseur de non professionnel lui permet aussi d'avoir des possibilités de recours si à un moment donné, il a été mal conseillé, parce que ça peut arriver également. Mais après, c'est l'investisseur, c'est purement déclaratif de sa part. Donc nous, on n'est pas la police, on n'a aucun vous êtes tributaire pouvoir, de ce qu'il vous a dit. On est tributaire et on essaye de lui faire comprendre que cette réglementation, elle va dans le sens de sa protection. Alors généralement, les gens... généralement, ils font un projet d'investissement, ils ont envie d'être encadrés, ils ont envie que tout se passe bien, donc ça se passe plutôt bien. Et puis parfois, il peut y avoir des cas un petit peu plus complexes qui sont traités un petit peu différemment. Mais si ça vous arrive de dire à des gens, non, en fait, là, au vu de votre situation, n'investissez pas ou n'investissez pas de la manière dont vous l'avez anticipé? Oui, effectivement, ça arrive. En fait, nous, comme on a un algorithme, en fait, on a fait confiance à un algorithme sur le questionnaire qui définit le profil de risque du client. Et en fait, en fonction des réponses que vous apportez sur votre patrimoine, sur vos connaissances, vos expériences et votre durée d'investissement, eh bien, les profils d'un certain niveau, si vous avez répondu de manière plutôt prudentielle, les profils ne sont pas accessibles. D'accord. Et donc, vous refaites le questionnaire. Enfin, c'est un peu le jeu. Oui, c'est ça. Vous refaites le questionnaire. Mais normalement, les infos n'ont pas changé. Mais voilà. Donc, en fait... Et si jamais, même dans l'arbitrage, c'est-à-dire que si quelqu'un est arrivé sur un profil 3, qui est un profil plutôt prudent, qui va avoir soit une aversion au risque importante, soit un projet plutôt dit de court terme, sous 2-3 ans, si cette personne veut du jour au lendemain passer en profil 7, d'accord, ça crée une alerte, en fait, nous, sur notre base. Et en fait, on doit avoir un contact téléphonique avec la personne pour être sûr qu'elle comprenne ce qu'elle est en train de faire, ce à quoi elle s'engage. Mais c'est un vrai sujet. On revient sur le sujet de la connaissance et de l'éducation financière, en fait, des épargnants. C'est primordial. Et vous faites le même constat qu'il y a un manque de connaissances financières aujourd'hui des gens qui veulent investir? Complètement. Beaucoup de gens se disent soit pas intéressés, soit pas concernés, sauf que la capitalisation au sens large aujourd'hui est en train de devenir un sujet sociétal. Ce n'est plus la question de quelques personnes qui ont de l'argent à placer, j'extrapole un petit peu, ou qui ont envie de trader, de s'amuser, parce que pour certains, c'est aussi une Bien sûr, ouais. Mais là, on arrive notamment sur les sujets de la retraite, sur un sujet sociétal qui va devenir l'affaire de toutes et de tous. Et donc, au final, on se retrouve face à des gens qui soit n'ont jamais épargné, ne serait-ce que épargné, d'autres personnes qui n'ont jamais investi. Et donc, au final, oui, il y a tout un travail qui n'est pas si lourd que ça, qui est une démonstration assez logique au final. Oui, mais qu'il faut faire, effectivement, et dont on n'a pas... Et vous, Cédric Jeunet, vous faites le même constat? On voit par exemple des investissements, notamment en crypto-monnaie, ou très risqués, où on a vu pas mal de nouveaux investisseurs arriver d'un coup. Vous faites, vous, le constat de voir des gens arriver en disant, tiens, je veux investir dans le Bitcoin, mais en fait, vous faites la qualification du risque, et puis, non, désolé, mais vous, c'est plus fonds euros, ou à la limite un peu d'actions, mais pas plus. Oui, c'est effectivement, on voit ça, pas quotidiennement, mais pas loin. Il y a une forme d'incohérence qui est assez flagrante aujourd'hui entre je ne veux pas prendre de risques parce que je veux préserver mon patrimoine, mais je veux absolument être investi sur les nouveautés. Bien sûr. Je veux être investi sur les crypto-monnaies et toute autre valeur qui peuvent être un peu sensibles et un peu très volatile. On parle beaucoup du Bitcoin. C'est pas du tout la crypto-monnaie la plus volatile. Donc, bien sûr, bien sûr. Compliqué. La difficulté qu'on a, c'est que nous, on a une approche globale du suivi et de la gestion de nos patrimoines, du patrimoine de nos clients, pardon. Donc, on a la chance, quand ils investissent sur des crypto-monnaies via des plateformes X ou Y sur lesquelles on n'a pas les yeux, ils nous informent de ça. Qu'on arrive à ajuster le profil de risque en tenant compte de ça. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est que un épargnant va être multibancarisé ou multiplateforme ou autre. Oui, donc pareil, il vous dit ce qu'il veut en fait. Et donc en fait, il y a une le sujet est le même. Difficulté dans la construction cohérente d'une allocation d'actifs par rapport à la réalité de sa situation de profil de risque, parce qu'on n'a pas forcément accès à toute l'information. Donc c'est vrai que nous, on a cette chance-là, parce qu'on a fait le choix d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs besoins. Donc on peut ajuster
ajuster et tenir compte de ce qu'ils font et sans les conseiller sur les crypto-monnaies, parce que c'est pas du tout notre métier. Bien sûr. Ajuster les autres classes d'actifs en conséquence. Mais on a une vraie difficulté à ce niveau-là. Et c'est vrai que... Et très rapidement, ça arrive souvent que vous dites non, il ne faut pas y aller pour les crypto-monnaies et qu'en fait, de toute façon, à partir du moment où l'épargnant a décidé d'y aller, il ira quoi qu'il arrive. Alors, si je lui dis non, il ne faut pas y aller, je n'aurai pas gain de cause. Oui. En revanche, de lui expliquer qu'il faut une proportion cohérente par rapport à l'ensemble de son patrimoine et que éventuellement, il faut réduire le risque par ailleurs sur des actions ou autres pour compenser la prise de risque supplémentaire qui viennent des crypto-monnaies. Là, ça fait un peu plus sens pour l'épargnant. Et ça, c'est notre Charlotte Tamer, on finira rapidement par cette question. Vous faites ce constat, vous aussi, cette volonté d'aller vers des actifs très risqués, ou en tout cas d'avoir des positions très risquées. Et en fait, quand il y a un échange, quand vous avez récupéré les informations, alors vous disiez, les profils ne sont pas accessible si jamais on n'est pas prêt à prendre suffisamment de risques, mais il suffit de refaire le questionnaire. Est-ce que vous voyez comme ça qu'il y a des investisseurs qui, ils rentrent les informations, mais finalement, ce qui les intéresse, c'est d'aller vers telle chose, en fait, que le choix a été fait avant même de venir vous voir quelque part? Ça dépend des investisseurs, parce que je pense qu'on a beaucoup de gens un peu néo-investisseurs, de type néo-investisseurs, qui viennent nous voir, donc qui suivent quand même la recommandation donnée par l'algorithme. Et après, je dirais, ce qui peut faire varier ce résultat d'algorithme et le choix final du client, c'est que, en fait, tout est ce que disait Cédric juste avant, c'est une question de global. Est-ce que vous faites le questionnaire en pensant à votre patrimoine au sens large, ou est-ce que vous le faites en pensant aux 50 000 euros, je ne sais pas, à 10-15% du patrimoine que vous êtes directement en train d'investir? Bien sûr. En fait, c'est ça, et nous, c'est la partie conseil qu'on va engendrer derrière, sur lequel on va avoir des échanges téléphoniques avec les clients, de faire une analyse plus globale, où il arrive parfois qu'entre le profil global, qui est peut-être un profil de type 4, va nous amener quand même à placer 100 000 euros sur un profil 10 en assurance vie, parce que l'équilibre sera là. Bien sûr, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quant à la volonté de l'investisseur de tout dire ou de ne pas tout dire, je dirais que c'est un peu comme chez le médecin, quoi. Si vous allez chez le médecin en lui disant que vous avez mal au genou alors que véritablement vous avez mal à la dent, vous avez peu de chances d'être soigné au bon endroit. Et que vous oubliez de dire que vous avez des antécédents sur le sujet. Oui, voilà, vous risquez de sortir certes avec une solution, mais peut-être pas adaptée à votre problème. Donc après, il en va de la bonne situation et de la bonne santé du patrimoine de nos investisseurs. Donc on finira là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni, et merci Cédric Genet, associé fondateur chez Cara Capital. Merci de nous avoir expliqué en fait comment se protéger contre soi-même finalement quand on est épargnant. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.